Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que vos familles. J'espère que vous respectez les mesures de confinement. Ce virus est dangereux. Essayons de ne pas nous retrouver dans une situation comme la situation italienne. Et pour ça, il faut restreindre les contacts sociaux le plus possible. Ok, vous l'avez entendu, c'est vrai, la restriction des contacts sociaux a un effet important sur la propagation de l'épidémie. Ok, aujourd'hui, je vous donne le deuxième cours en vidéo. On va essayer la semaine qui vient, aujourd'hui on est le dimanche 22, je fais ce cours, mais je vais essayer de faire les cours en live sur Meet. On verra si ça marche ou pas. Il se trouve que j'ai une connexion qui est lente et que donc ça risque d'être difficile. Donc en anticipation de ça, j'enregistre cette vidéo. Alors, le plan du cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera? On va reprendre à la page 24 du cours, décomposition des forces. Donc on va travailler la décomposition des forces sur un plan incliné. Et puis ensuite, on a toute une série d'exercices à faire sur l'équilibre des forces. Ça va nous occuper largement pour ce cours. Je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois sur l'équilibre des forces. Sur l'addition des forces, pardon, vous avez deux manières d'additionner les forces. Vous avez la méthode du parallélogramme qui consiste à tracer un parallélogramme sur la base de deux forces que vous avez et la force résultante, vous la trouvez sur la diagonale. Si vous avez plus que deux forces, vous allez vous mettre à utiliser la méthode bout à bout. Bon, là, j'ai un peu mal organisé mon histoire. Okay, la méthode bout à bout qui consiste à dessiner les flèches au bout les unes des autres pour obtenir la force résultante. Une chose que j'aimerais vous rappeler aussi, c'est l'exercice qui consistait à trouver pour une certaine force donnée deux forces dont la somme de cette force-là, la somme. Alors on avait vu qu'une manière simple, c'était de tracer deux directions arbitraires, par exemple la direction horizontale et la direction verticale, et ensuite de prendre les projections de la force F dans ces deux directions. Ça marche bien. Mais on avait vu aussi que vous pouviez choisir n'importe quelle direction, des directions arbitraires, et faire la même construction. Dans le cas du plan incliné qu'on va aborder maintenant, ça c'est particulièrement intéressant parce que dans le plan incliné, on a des directions qui nous intéressent particulièrement. Et ces deux directions qui nous intéressent particulièrement, ce sont la direction parallèle au plan, parce que c'est là que se déroule le mouvement, et la direction perpendiculaire au plan, parce que c'est là que se trouvent les forces de soutien, c'est là qu'est géré l'appui de l'objet sur le plan. Ok ? Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? On vous dit par exemple pour décrire un objet immobile sur un plan incliné. Alors en général, quand vous voyez objet immobile, quel est le réflexe que vous devez avoir? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois? Si un objet est immobile, ça veut dire que la somme des forces vectorielles est égale à 0. Vous devez avoir ce réflexe quand vous voyez objet immobile quelque part, ça veut dire que la somme des forces est nulle. Ok ? On verra plus tard que ça découle de la première loi de Newton et que ce n'est pas que les objets immobiles pour lesquels la somme des forces est nulle, mais c'est aussi les objets qui se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Mais ça, on le verra plus tard. Okay ? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Pour décrire un objet immobile sur un plan incliné, il est utile de tracer l'opposé de la force de pesanteur, moins Fp, puis de décomposer cette force en une force de frottement qui s'exerce parallèlement au plan, une force de soutien qui s'exerce, que le plan incliné exerce sur l'objet. Bon. Commençons par le début. Le début, c'est quoi? C'est la force de pesanteur. Okay. La force de pesanteur, c'est la seule force qu'on connaît vraiment dans cette histoire et on peut la tracer. Alors là, on n'a pas de masse, on n'a pas de masse, on n'a pas d'échelle, donc je vous propose de tracer simplement un vecteur force de pesanteur et pour que ça ressemble à quelque chose, on va tracer un vecteur force de pesanteur qui fait 3 cm de long. Tracer aussi un vecteur de 3 cm de manière qu'on ait tous à peu près la même chose. Ok. Sur ce vecteur Fp, eh bien, si l'objet est immobile, il est évidemment compensé. La force de pesanteur, qui est la seule force qu'on trace pour l'instant, elle doit nécessairement être compensée par un ensemble d'autres forces. Et cet ensemble d'autres forces va concourir pour donner une force qu'on appelle moins Fp. Alors je peux tracer moins Fp, 3 cm de long, moins Fp sera dirigé vers le haut. Okay. Maintenant, comment comprendre toutes ces forces? Eh bien, ces forces, il faut les décomposer. Parce que là, on est dans un problème dans lequel on a des directions qui nous intéressent et des directions qui ne nous intéressent pas. Okay. Cette direction-là, par exemple, elle n'a aucun intérêt pour nous parce qu'il ne se passe rien dans cette direction-là. Okay. La direction qui nous intéresse, c'est la direction parallèle au plan parce que c'est là que se déroule le mouvement. Donc les forces qui vont contribuer au mouvement, qui vont poser le mouvement, s'il y en a, elles vont se trouver sur cet axe-là. Alors on vous dit que l'objet est immobile, ce que ça veut dire, c'est que sur cet axe-là, il va y avoir deux forces qui se compensent, puisque l'objet est immobile. Okay. Et puis l'autre axe qui nous intéresse, c'est l'axe perpendiculaire au plan, parce que c'est dans l'axe perpendiculaire au plan que trouvent les forces de soutien, etc. etc. Ok. Bien. Alors maintenant, regardons notre force Fp. Notre force Fp, comment est-ce qu'elle se décompose? Alors je vais ici tracer maintenant une décomposition de la force Fp selon les deux directions qui m'intéressent. Ça suit du rappel que j'ai fait tout à l'heure. Je vais décomposer cette force Fp et puis je vais mettre les deux forces en vert pour qu'elles se ressemblent. Ok. J'ai une force là et une force ici. Cette force-là, on a l'habitude de l'appeler la force perpendiculaire. Et cette force-là, on a l'habitude de l'appeler la force parallèle. Alors, elle est parallèle et perpendiculaire à quoi? Eh bien, au mouvement. La force parallèle, c'est la force qui est parallèle au mouvement. Alors que la force perpendiculaire, eh bien, c'est évidemment la force qui est perpendiculaire au mouvement. Et donc, cette force-là, elle ne va pas contribuer au mouvement, elle ne va pas influencer le mouvement. Elle va influencer uniquement l'appui de la masse sur le plan incliné. D'accord? Donc, dans le bas du graphique, qu'est-ce qu'on a? On a que la force de pesanteur se décompose en deux forces. Une force qu'on appelle force parallèle et une force qu'on appelle force perpendiculaire. Donc la force de pesanteur peut se décrire comme cette somme de deux forces. Je vous rappelle que c'est une somme vectorielle. D'accord? Bon, alors on a décomposé Fp. Maintenant, moins Fp. C'est quoi? Moins Fp, elle est nécessaire pour compenser la force Fp. Okay. Alors les composantes de la force Fp, moins Fp, pardon, ce sera quoi? Eh bien, on va décomposer
la force Fp selon les deux mêmes directions. On va décomposer cette force Fp en une force qui est là, et puis une autre force que je trace ici en utilisant le parallèle à la direction perpendiculaire. Et cette force-là, je ne vais pas encore lui donner un nom. Et celle-là, je ne vais pas donner un nom non plus. Cette force-là, à votre avis, c'est quoi? Cette force-là, c'est la force que le plan exerce sur la masse. Okay? Donc cette force-là, ce sera la force de soutien. Ok? Et vous voyez que la force de soutien, elle est donnée par quoi? Eh bien, la force de soutien, c'est l'opposé de la force perpendiculaire. On est bien d'accord? Fp et moins Fp sont de même longueur par définition. Donc les projections sur le même axe, sur la direction perpendiculaire au plan, seront de la même intensité. Et donc vous aurez la force perpendiculaire qui est égale et opposée à la force de soutien. Et donc vous pouvez écrire aussi que Fs égale F perpendiculaire. Je vous rappelle que cette égalité-là est une égalité en vecteur, et ça nous dit que le vecteur Fs est l'opposé du vecteur force perpendiculaire. Et puis cette égalité-là, c'est une égalité entre intensité, entre nombre de newtons, entre longueur des vecteurs. Ça nous dit simplement que l'intensité de ces deux forces est la même. Très bien. Maintenant, cette autre force-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Okay. L'objet est immobile. Pour qu'il soit immobile, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, il est sur un plan incliné. S'il pouvait glisser sur le plan incliné, l'objet, il accélérerait vers le bas et il arriverait en bas du plan. Or là, on vous dit que l'objet est immobile, ça veut dire que dans ce cas, il y a une force de frottement qui empêche l'objet de descendre. D'accord? Donc cette force qui est ici, c'est la force de frottement. Et vous pouvez noter que la force de frottement, dans ce cas-là de l'objet immobile, c'est l'opposé de la force parallèle. Donc l'objet est soumis à une force parallèle qui le tire vers le bas du plan incliné, mais il y a une force de frottement qui, elle, s'oppose à la force parallèle et empêche l'objet de glisser. Ça fait qu'on a maintenant l'équilibre entre quatre forces et que entre ces quatre forces, vous avez une relation qui vous dit que leur somme doit être nulle. En effet, quelles sont ces quatre forces? Alors Fp, on l'a décomposé en F parallèle et F perpendiculaire, donc on ne peut plus considérer que F parallèle et F perpendiculaire. Moins Fp, on l'a décomposé en Fs et forces de frottement, donc on ne va plus considérer que Fs et les forces de frottement. Okay. Qu'est-ce qu'on a comme relation entre ces quatre forces? Eh bien, vous avez que la force perpendiculaire plus la force de soutien, plus la force parallèle, plus la force de frottement. Tout ça vaut combien? Eh bien, vous voyez que les forces s'annulent 2 à 2. Si vous prenez la force perpendiculaire et la force de soutien, leur somme vaut 0. Si vous prenez la force parallèle et la force de frottement, leur somme vaut 0. Donc la somme de toutes ces forces vaut 0. Mais faites attention dans cette somme à n'inclure que ces quatre forces, à ne pas inclure Fp. Parce que si vous incluez Fp, vous allez compter 2 fois une des forces. Vous allez compter, si vous ajoutez Fp, vous allez avoir une décomposition d'Fp qui va vous donner des facteurs 2 là-dedans, et ça ne marche pas. Okay. Donc l'équilibre des forces s'exprime de cette manière. Voilà. Si vous avez de la peine à comprendre tout ça, réécoutez la séquence et ensuite je vous demande de faire l'exercice qui est en dessous. Arrêtez la vidéo, faites l'exercice et revenez après pour la correction.
Voilà, j'espère que vous avez fait votre exercice. Alors, on va corriger maintenant. Vous avez une échelle de 1 cm pour 10 newtons et vous avez un corps de 3,57 kg qui se trouve sur un plan incliné. Très bien. Quelle est l'intensité de la force de pesanteur qu'il subit? Donc là, on vous a remis la définition de la norme. L'intensité de la force ou la norme de la force, c'est la norme du vecteur Fp. Donc là, on va simplement calculer la force de pesanteur. La force de pesanteur, c'est la masse fois G. Et la masse, elle est de 0,357. Alors, soyez malin quand vous voyez une valeur précise comme ça. C'est tout simplement parce que votre prof a voulu que vous trouviez un résultat précis en utilisant F80. Voilà, donc on a calculé ça. Je vais chercher une machine à calculer. 0,357 fois 9,81, ça nous fait 3,5 newtons. Ça nous fait 3,5 newtons. OK? Voilà, puis là je me rends compte que j'ai fait une bêtise, mais je ne vais pas recommencer toute la vidéo à cause de ça. C'est pas 0,357 kg, c'est 3,57 et ça vous fait donc 35 newtons, parce que sinon 3,5 newtons, ça aurait été difficile avec une échelle de 1 cm pour 10 newtons. 35 newtons, ça veut dire que quand vous représentez cette flèche, si vous avez 35 newtons et une échelle d'1 cm pour 10 newtons, ça vous fera une échelle de 3,5 cm. OK? Alors, traçons cette flèche, mettons notre objet massif quelque part, n'importe où, en haut du plan. Traçons un point au centre qui sera le point d'application des forces et dessinons maintenant la force de pesanteur. J'essaye de faire en vert en général. Voilà, donc la force, elle fait 3,5 cm et ça c'est la force de pesanteur. Okay. Maintenant, on vous demande de représenter l'opposé de la force de pesanteur, moins Fp. Alors, ok, moins Fp, on part de là, on monte. C'est pas un drame si ça arrive dans le texte, ça c'est moins Fp. Voilà, ok. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Construisez les forces de frottement et de soutien FS exercées par le plan incliné sur le corps et déterminer leur intensité. Donc pour faire ça, je dois projeter ma force moins Fp dans la direction du plan et dans la direction perpendiculaire au plan. Ça, c'est la direction du plan. Ça, c'est maintenant la direction perpendiculaire au plan. Et je trace maintenant mes projections. Okay. Donc j'ai ici une force. Et puis j'ai là, en traçant une parallèle à la direction du plan, je détermine mon autre force qui est là. Excusez-moi, ça marche dessus avec moins Fp, mais vous avez les couleurs pour vous y retrouver. Voilà, donc cette force-là, c'est la force de soutien, et cette force-là, c'est la force de frottement. Maintenant, si vous voulez savoir quelles sont leurs intensités, okay, eh bien, vous calculez ici. Vous avez 1,5 cm, ça veut dire que la force de frottement, elle fait environ 15 newtons par notre échelle. Et ici, on a une force d'intensité 3 cm à peu près. Donc la force de soutien, elle vaut à peu près 30 newtons. Okay. Remarquez bien que si vous faites FF plus FS, tout simplement,
c'est-à-dire 30 plus 15, 30 plus 15, ça vous donne 45 newtons et ce n'est pas égal à l'intensité de la force de pesanteur qui, elle, fait 35 newtons. Ok? Faites très attention à ça. Et si vous voulez maintenant écrire l'équilibre des forces ici, de manière analogue à ce qu'on a fait en dessus, eh bien, étant donné qu'ici, on n'a pas décomposé les forces vers le bas, maintenant, les trois forces qui vont donner une somme nulle, c'est la force de pesanteur, plus la force de soutien, plus la force de frottement. La somme de ces trois forces va valoir 0 et c'est ça qui assure l'équilibre du système. Vous voyez que si vous faites la somme de Fp avec les deux forces-là, les deux forces-là sommées vous donnent moins Fp et moins Fp sommé avec Fp vous donne 0. Ici, ce que j'avais fait, c'est que Fp était décomposé en force parallèle et force de frottement. Que Fp, excusez-moi, était décomposé en force perpendiculaire et force parallèle. Et donc, j'avais la force perpendiculaire et la force parallèle là en bas, alors que ici, j'ai Fp dans la somme des forces. Voilà. On va maintenant passer à quelques petits exercices amusants. Donc là, je suis à la page 25. Résolvez sur les dessins donnés ci-dessous. Vous avez deux forces qui agissent sur une balle immobile. Dessinez une troisième force sur cette balle pour laquelle reste immobile. Quelle est l'intensité de cette force? Vous voyez que c'est le même exercice qu'on avait fait il y a quelque temps, mais maintenant il est appliqué à une situation dynamique, alors qu'avant c'était juste des vecteurs qu'on écrivait comme ça. Donc, l'exercice A, c'est celui-ci. Il y a un énoncé par exercice. L'énoncé B, c'est celui-ci. Le C, balle sur un plan incliné, c'est celui-ci. Et puis, le D, c'est le dynamomètre. Je vous laisse faire l'exercice. Faites-le tranquillement. Arrêtez la vidéo et revenez quand vous aurez fini. Voilà. On prend la question A pour corriger. Deux forces agissent sur une balle immobile. Déterminer une troisième force sur cette balle pour laquelle reste immobile. Quelle est l'intensité de cette force? Ok. Alors, quand vous regardez ce dessin, il est relativement évident qu'il va nous falloir une force qui est vers la droite. Parce qu'on a deux forces F1 et F2 qui tirent ensemble vers la gauche. Et donc, on a besoin d'une force qui tire vers la droite. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Eh bien, on va déterminer la force résultante due à F1, F2, et puis on va introduire une nouvelle force qui est l'opposé de cette force résultante de manière à l'annuler. Alors, je vais ici tracer des parallèles à mes forces pour avoir le parallélogramme. Alors, c'est pas très facile à voir. Je vais enlever le petit bouton. Voilà, donc là, je peux tracer une parallèle. Et puis, ici, je vais tracer mon autre parallèle du mieux que je peux. OK? Et donc, l'intersection est là. Et donc, j'ai ici, pour ces deux forces F1 et F2, une force résultante. Cette force résultante, c'est la somme vectorielle de F1, F2. Alors la réponse à la question, eh bien, ça consistera évidemment à ajouter à ce système de force une force qui est égale et opposée à la force résultante. On voit que cette force résultante, c'est un vecteur de 4,5 cm. Donc on peut tracer ici un vecteur moins FR, pardon, pas FP, un vecteur moins FR, et l'intensité de ce vecteur, je peux la noter ici peut-être. Okay. L'intensité de ce vecteur, c'est un vecteur qui fait 4,5 cm. Quelle est son intensité?
Ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que pour cet exercice-là, il n'y a pas d'échelle. C'est intéressant à gérer aussi. Vous voyez que pour les autres exercices, on vous donne la masse des balles, mais ce n'est pas la même partout. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débrouiller ici? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut se donner une échelle arbitraire et dire, ok, bah écoute, on va prendre 1 cm pour 10 newtons. On va supposer cette échelle correcte. Et si c'est 1 cm pour 10 newtons, 4,5 cm, ça nous donne 45 newtons. Ça détermine aussi l'intensité de ces forces-là. Celle-là fait 3 cm, elle va valoir 30 newtons. Celle-ci fait 2,5 cm, elle va valoir 25 newtons. Okay, et vous voyez bien que si vous faites 30 plus 25, eh bien, ça ne vous donne pas 45, ça vous donne 55. Donc l'addition des intensités est fausse de manière générale, sauf quand les forces sont sur la même ligne. Là, vous pouvez additionner, soustraire des intensités. D'accord ? Je vous propose qu'on garde cette échelle de 1 cm correspondant à 10 newtons pour les exercices suivants, parce qu'on a des balles qui font 2 kg, 2 kg et demi, donc c'est à la bonne échelle pour gérer ça. Exercice B, une balle de 2,5 kg est posée sur une table, elle est immobile. Dessinez toutes les forces qui agissent sur cette balle. Bon, alors vous aurez combien de forces? Vous aurez la force de pesanteur évidemment, et puis vous aurez la force de soutien de la table. Et puis voilà. Okay, la force de pesanteur, on vous dit qu'elle est... Enfin, vous savez que la force de pesanteur, c'est la masse fois G. Donc ici, j'ai 2,5 et puis je vais arrondir le G à 10. Ça nous fait donc 25 newtons de force de pesanteur. Avec cette échelle-là, ça me donne une très jolie flèche de 2,5 cm vers le bas. Okay, ça, c'est la force de pesanteur. Alors, quelle est la force de soutien que vous devez introduire? Eh bien, la force de soutien, vous devez la dessiner vers le haut. Elle doit avoir la même intensité et la même direction que la force de pesanteur. Elle a un sens opposé. Donc la force de soutien, ce sera simplement moins Fp. Et donc la norme de la force de soutien, ce sera aussi 25 newtons. Ce sera la même norme que la force de pesanteur. Ok ? Question C. Une balle de 2 kg est posée sur un plan incliné et retenue par un fil. Elle est retenue par un fil. Okay. Elle est immobile. Elle est immobile, ça veut dire que la somme des forces doit être nulle. Décidez toutes les forces qui agissent sur cette balle, indiquez l'intensité de cette force. Ok. Alors, quelle est la force qui agit sur cette balle? La force qu'on connaît, la force sur laquelle on a aucun doute, c'est la force de pesanteur. Okay, la force de pesanteur, c'est M fois G. Ici, on a une masse de 2 kg, un G qu'on approxime à 10. Ça nous fait environ 20 newtons. Et donc, on va dessiner, d'après notre échelle, une flèche vers le bas de 2 cm de long. Maintenant, on est sur un plan incliné. On est sur un plan incliné. Ça veut dire qu'il faut qu'on décompose cette force dans deux directions qui nous intéressent. Donc, une direction, c'est la direction du plan incliné. Et l'autre direction, c'est la direction perpendiculaire au plan incliné. Très bien. Maintenant, vous pouvez faire les choses de différentes manières. Vous pouvez décomposer Fp et construire des forces opposées aux composantes Fp, ou vous pouvez construire moins Fp, ce qui n'est pas plus mal. Okay. Vous pouvez construire moins Fp, parce que si vous voulez que votre balle soit immobile, vous avez besoin d'une force moins Fp dirigée vers le haut. Okay. Et puis une fois que vous avez déterminé ce moins Fp, eh bien vous pouvez décomposer moins Fp
pour voir ce que ça vous donne dans la direction perpendiculaire au plan. Vous aurez la force de soutien. Et dans la direction parallèle au plan, et là, vous aurez la force de frottement. Alors, faisons cette construction. Décomposons la force moins Fp ici le long des deux directions qui nous intéressent. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je vais mettre le résultat en rouge. On a ici une force et on a là une autre force. D'accord? Alors, cette force-là qui est exercée par le plan perpendiculairement au plan, c'est évidemment la force de soutien. Et cette force-là qui est là dans la direction du mouvement, mais qui s'oppose au mouvement, parce que la force qui accompagne le mouvement, qui cause le mouvement, c'est une force qui descend. Okay? Cette force-là qui s'oppose au mouvement, c'est évidemment la force de frottement. Et maintenant, si vous voulez qu'on dessine toutes les forces, eh bien, on peut décomposer aussi Fp en bas. Et donc, je décompose Fp de la même manière en traçant des parallèles aux directions intéressantes du problème. Et donc, j'ai ici une force et j'ai là une autre force. Alors, cette force qui est là, c'est la force parallèle, c'est la force qui entraîne le mouvement qui va vers le bas du plan. Et puis, la force qui est ici, c'est celle qu'on appelle la force perpendiculaire. Donc, maintenant, si vous voulez donner les 4 forces qui s'exercent dans ce problème-là, eh bien, vous pouvez dire que les 4 forces, ce sont la force parallèle, la force perpendiculaire, la force de frottement et la force de soutien. Et évidemment, leur somme vectorielle va être nulle. Pour le dernier exercice, une masse de 2 kg est accrochée au fil qui passe autour de la poulie. Quelle est la force indiquée par le dynamomètre? Bon. Ici, vous avez une poulie. Ce machin-là, c'est une poulie. Okay? C'est-à-dire une espèce de roulette. Okay? Alors, sur cette roulette, eh bien, la roulette, elle tourne sans frottement. Et puis, un fil qui passe dessus. Tout ça se passe sans frottement. Donc, la poulie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la direction de la force, mais pas son intensité. C'est ça le travail d'une poulie, c'est de changer uniquement la direction de la force, la direction du vecteur, mais pas l'intensité du vecteur. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce problème-là? On a une masse de 2 kg. La masse, elle est ici. Ok? Il n'y a pas de point au centre, donc on en met un. Et maintenant, on va tracer la force de pesanteur qui s'exerce sur cet objet. Il fait 2 kg, donc la force de pesanteur, elle fait 20 newtons. On a déjà fait 12 fois le calcul. Je ne vais pas le refaire une fois. Encore une fois, donc on a une force de pesanteur qui est un vecteur de 2 cm vers le bas. Et maintenant, vu qu'on a une corde dans une poulie, eh bien la force qui s'exerce vers le haut, on a l'habitude de l'appeler la force de tension. Alors, pour les élèves qui s'intéressent moyennement à la physique, j'aimerais faire un commentaire ici, parce que je sais comment ça va se passer aux évaluations. Le fait que la flèche arrive là n'a rien à voir avec l'endroit où se trouve la poulie. Le fait que la flèche arrive là est uniquement dû au fait que cette tension est de 20 newtons et qu'on a une échelle de 1 cm pour 10 newtons. Okay? S'il vous plaît, dans les épreuves, ne me faites pas des flèches qui s'arrêtent sur les endroits du dessin où il se passe quelque chose, parce que ça, c'est une chose que je vois tout le temps et qui me fait hurler. Voilà. Donc, la poulie, elle transmet cette force dans la corde. La corde, elle fait aussi son boulot. Elle transmet la force d'un côté à l'autre de la corde. Donc, ici, cette force de tension, on va la retrouver là. Elle va agir sur le dynamomètre. Une corde, c'est un système qui va toujours exercer des forces vers son centre. Vous tirez d'un côté sur une corde, ça tire sur l'autre.
Et donc là, vous aurez besoin d'une... Ah, maintenant j'ai fait les tensions en rouge, bon, c'est pas grave. Donc vous allez avoir besoin, pour compenser cette force de tension, d'une force ici qui va être Fp, en fait, qui va être la même force que Fp, mais je vais l'appeler Fp' si vous voulez, parce qu'elle n'a pas la même direction, ok, mais c'est la même force que Fp, elle a la même intensité, et cette force-là, elle a donc une intensité de 20 Newton. Donc vous voyez que la corde ne fait que transmettre l'intensité, changer sa direction, et le dynamomètre mesure exactement la même force que s'il était disposé verticalement par rapport à la masse. Voilà. Exercice suivant, on va le regarder ensemble et je vais vous laisser le faire. Un objet est soumis à plusieurs forces comme indiqué ci-dessous. Dans chaque situation, déterminer si l'objet en question est à l'équilibre. S'il n'est pas à l'équilibre, déterminer et représenter en bleu la force supplémentaire F0 qu'il faudrait exercer pour que l'objet soit à l'équilibre. Question typique d'épreuve. Okay, alors, qui est à l'équilibre? Okay, qu'est-ce que ça veut dire que l'objet est à l'équilibre? Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Ce symbole-là que j'utilise, c'est la lettre sigma grecque majuscule, qui est le symbole mathématique pour la somme. Si vous voulez la dessiner joliment, vous faites comme ça. Et quand on met ça devant quelque chose, ça veut dire somme de. Alors, vous devez déterminer dans ces 4 dessins-là lesquels sont à l'équilibre. Et s'ils ne sont pas à l'équilibre, vous devez rajouter une force pour les mettre à l'équilibre. Je vous laisse un petit moment pour faire ça et on se revoit tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Alors, quand vous regardez ces graphiques, eh bien, il est assez évident qu'il n'y a que celui-là qui est à l'équilibre. D'accord? Parce que vous avez des forces qui tirent dans 3 directions, chacune séparée de 120 degrés, donc c'est relativement évident. Par contre là, c'est évidemment pas à l'équilibre, vu que vous avez une seule force qui tire dans une direction, là vous avez 2 forces qui tirent vers la droite, ça va pas, là vous avez 2 forces qui tirent vers le haut. Donc les 3 premiers ne sont clairement pas à l'équilibre, non, non, non. Et puis le dernier, on a envie de dire oui, mais on n'a pas encore vraiment vérifié. Alors, résolvons les premiers. On a dit que si le système n'était pas à l'équilibre, il fallait l'équilibrer. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter une force dans le système. Si vous voulez équilibrer ce système, c'est pas très compliqué. Vous devez rajouter une force de la même longueur, mais de sens opposé. Donc, vous mesurez, ça fait 2,5. Donc là, je fais une force de 2,5 et je l'appelle F0 parce qu'on vous dit déterminer la force supplémentaire F0. Donc le fait de mettre une légende, de dire que cette force c'est le F0 de la réponse, ça fait partie de la réponse. Okay, dans une épreuve, vous devez me mettre ce genre de légende. Ici, vous avez 2 forces qui tirent vers la droite. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez les sommer, évidemment. Vous allez sommer ces 2 forces par la méthode du parallélogramme. Et vous allez obtenir la force résultante. Et ensuite, vous allez introduire une nouvelle force qui est l'opposé de la force résultante. Donc là, je vais tracer la force résultante en brun pour pas qu'on confonde. Ça, c'est la force résultante. Et il faut donc introduire, pour équilibrer ce système, une force opposée à la force résultante qui fasse la même longueur de 4 cm. Et cette force-là, ce sera le F0 pour le deuxième problème. Il y a toujours le même effet d'optique qui fait que cette flèche-là a l'air plus longue que celle-là, mais je vous assure qu'elles ont la même longueur. Vous pouvez vérifier 4 cm et 4 cm. Pour celui-ci, nous avons 2 forces vers le haut. C'est un peu le même problème. Donc nous allons tracer une parallèle à chacun des vecteurs de manière à former le parallélogramme. Tac, voilà. Et puis ici,
nous allons tracer une force aussi parallèle. Tracer une ligne parallèle, pardon, excusez-moi. Et donc là, on a une force résultante qui est un vecteur qui est vers le haut d'une longueur de 4 et quelques centimètres. Et malheureusement, on n'a pas vraiment la place, je suis désolé pour ça, on n'a pas la place de dessiner la force là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits traits comme ça pour indiquer que le vecteur est coulé. Et puis vous pouvez par exemple, mais je m'arrangerai dans une épreuve pour que ça ne se passe pas, mettre ici une indication sur la longueur de la flèche. Finalement, pour la dernière, eh bien, est-ce que c'est à l'équilibre? Bah oui, c'est à l'équilibre. Okay. Utilisez la méthode bout à bout. Vous avez là une flèche de 2,4 cm. Vous allez reporter au sommet d'une autre force. Donc là, je vais faire un trait comme ça. J'avais dit 2,4 cm, ça nous amène là. Et puis ensuite, je dois mettre bout à bout cette force-là. Et celle-là, elle fait 2,6 cm. Ah ah. Ouais, donc c'est pas tout à fait. Vous voyez que ça valait la peine de le vérifier. Celle-là, elle fait 2,4. Celle-là, elle fait 2,6. Ah oui, mais peut-être. Hein, celle-là, elle fait 2,6 aussi. La somme des deux devrait donner un vecteur de 2,4. On va voir. Si maintenant, je prends cette force-là, qui fait 2,6 de long, et que je la trace parallèlement à partir du sommet de celle-là, eh bien, j'arrive pas tout à fait. J'arrive pas tout à fait au centre. Alors, est-ce que c'est une imprécision du dessin? Est-ce que c'est... Ne vous posez pas de questions, répondez simplement. Ça, c'est la force résultante qui est là. OK? Et puis donc, si vous voulez compenser cette force résultante, eh bien, vous devez introduire une toute petite force ici, F0, qui va compenser cette petite erreur qui fait que le système n'est pas toujours à l'équilibre. Et pas exactement à l'équilibre. Exercice suivant, vous avez un pendentif d'une masse de 200 grammes qui est attaché à une chaînette comme indiqué sur le dessin ci-dessus. Il est à l'équilibre, donc il ne bouge pas. La somme des forces est nulle. Déterminez sur ce dessin les trois forces subies par le nœud. Le nœud étant donc ce point-là. Alors, au nœud, vous aurez quoi? Vous aurez... Ah, excusez-moi, j'ai mal positionné ma feuille. Au nœud, vous aurez une force de pesanteur vers le bas et puis deux forces de tension dans chacune des cordes. Je vous laisse faire l'exercice, on se revoit dans un petit moment. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait cet exercice? Vous avez une masse de 200 grammes. Okay, alors, faites la mise en place, écrivez votre masse, et quand vous écrivez votre masse, écrivez-la en kilos. Ok? Maintenant, la force de pesanteur, c'est la masse fois G, ce que je vais approximer à 0,2 fois 10, parce que je prends G égale 10 pour les applications graphiques. Et donc ça nous fait une force de 2 newtons vers le bas. Vous avez une échelle qui est imposée de 1 cm pour 1 newton. Donc vous pourrez tracer ici la force de pesanteur comme étant une force qui fait une longueur de 2 cm vers le bas. Alors je trace toutes les forces au niveau du nœud, c'est ce qui est demandé dans l'exercice. Il est clair que cette force de pesanteur, si je voulais être pointilleux, je la mettrais au centre de la masse et puis je ferais une tension dans la corde vers le haut qui se transmet par la corde jusqu'au nœud et qui génère une tension vers le bas. Mais je préfère, disons, rester un peu simple et tracer la force de pesanteur directement au niveau du nœud. Ça revient au même.
Et puis, comment est-ce que vous faites maintenant pour savoir quelles sont les tensions dans la corde? Eh bien, comme tout à l'heure, étant donné qu'on a une force FP qui agit, il faut que cette force soit compensée par une force moins FP. Cette force moins FP, elle fait la même longueur, elle fait 2 cm. Et maintenant, comment est-ce que je fais pour connaître les forces sur chacune des cordes? Eh bien, je décompose dans la direction des cordes. Vous vous souvenez que sur le plan incliné, on avait décomposé selon la direction du plan incliné et la direction perpendiculaire. Ici, la direction qui nous intéresse, la direction dans laquelle on veut déterminer les forces, c'est la direction des cordes, des chaînettes. Okay? Donc on va ici utiliser une parallèle à la première chaînette. Ici, on va utiliser une parallèle à la deuxième chaînette. Okay? Et résultat des courses, ça nous donne dans chacune des chaînettes une certaine force. Alors je vais les appeler T parce que ce sont des forces de tension. Celle-là, je vais l'appeler T2. Et celle-ci, je vais l'appeler T1. D'accord? Et donc maintenant, l'équilibre des forces dans cet exercice, l'équilibre des forces, vous pouvez exprimer en disant que FP plus T1 plus T2 est égal à 0. Exercice suivant, un plot de masse M égale 3 kg est posé sur un plan incliné, il est immobile, donc somme des forces égale 0. À vous de définir une échelle convenable. Ok. Alors on va d'abord dessiner la force de pesanteur qu'il subit. Pour dessiner la force de pesanteur, il faut la calculer. La force de pesanteur, c'est mg avec 3 kg et un G approximé à 10. Ça vous fait une force de pesanteur de 30 newtons. Okay? Alors, quelle échelle vous allez utiliser? Eh bien, l'échelle assez évidente ici, c'est une échelle à 1 cm pour 10 newtons. Et donc, on va tracer pour cet objet-là, à partir d'un point au centre, on va tracer une force de 3 newtons, de 30 newtons, donc de 3 cm vers le bas. Okay, ça, c'est la force de pesanteur. Donc, on a fait le A. Question B, dessiner les forces de frottement et de soutien qu'elle subit. Eh bien là, pour faire ça, vous devez tracer moins FP. Alors, moins FP, c'est une force de 3 cm qui va monter là. Heureusement qu'il y a des couleurs. Cette force moins FP, on va la projeter sur un axe parallèle au plan et sur un axe perpendiculaire au plan. Okay. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien là, je vais tracer ma parallèle à l'axe perpendiculaire au plan. Ça nous fait arriver là. Ici, je vais tracer ma parallèle au plan. Ça nous fait arriver là. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, perpendiculairement au plan, on a la force de soutien. Et ici, parallèlement au plan, dans la direction opposée au mouvement qui se déclencherait si on laissait glisser ce truc, eh bien, ici, on a la force de frottement. Ok? Et quelles sont... alors, on les a dessinés. Maintenant, quelles sont leurs intensités? D'abord, la force de frottement, eh bien, on la mesure. La force de frottement, elle fait 1,9 cm. Donc, on va dire que la force de frottement vaut environ 19 newtons. Et puis, la force de soutien, elle fait, 2,5 cm. Donc, la force de soutien a une intensité de 25 newtons. De nouveau, vous constatez que 19 plus 25, ça n'est pas égal à l'intensité de la force de pesanteur qui est de 30. Donc, faites attention.
vous pouvez dire que la force de pesanteur plus la force de frottement plus la force de soutien, ça c'est égal à 0. Okay. Vous pouvez dire que la force de pesanteur c'est égal à moins la force de frottement moins la force de soutien, en inversant simplement l'équation. Okay. Mais vous ne pouvez pas dire que la force de pesanteur est égale à la force de soutien plus la force de frottement. Ça, c'est faux, parce que là, vous comparez uniquement les intensités des forces. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre ça sous la caméra. Je commence à fatiguer. Alors, je vous laisse maintenant prendre la correction de tout ça. Voilà. Un exercice assez intéressant, c'est celui-ci. Vous avez une boule de 7,5 qui est retenue immobile par une corde et un mur, comme indiqué ci-dessus, ci-contre. Okay. Indiquez en français tous les couples de vecteurs force, action, réaction concernant la boule. Alors, les forces d'action, réaction, etc., ça, j'ai pas traité encore. Ça, on va laisser pour l'instant. Okay. Décidez aussi précisément que possible les vecteurs force agissant sur la boule en choisissant une échelle convenable que vous indiquerez. La longueur représentant la force de pesanteur doit être au minimum 3 cm, quelle est la tension dans la corde. Je vous laisse faire l'exercice. Il faut évidemment tracer la force de pesanteur et décomposer cette force de pesanteur dans les directions qui nous intéressent. Donc, je vous laisse faire et on se revoit dans un petit moment. Bien. Alors, pour la question B, il faut évidemment qu'on calcule la force de pesanteur M fois G avec un G à 10. Ça va nous donner une force de pesanteur de 6,5 newtons. On vous demande d'avoir un vecteur qui fasse plus de 3 cm. Donc, je vais utiliser une échelle à 1 cm correspondant à 10 newtons, ce qui va me faire un vecteur de 7,5 cm de long. Malheureusement, 7,5, ça ne va pas rentrer dans ce dessin-là. Donc, je vais refaire le dessin sur une feuille séparée. Voilà, j'ai refait ce dessin. Les longueurs des fils, etc. sont correctes. La boule elle-même, elle n'est pas extrêmement ronde, mais ce n'est pas un drame. On avait dit qu'on avait une force de pesanteur qui faisait 7,5 cm vers le bas. Alors, traçons cette force. 7,5 cm vers le bas, ça nous fait ça ici. Maintenant, si on veut équilibrer le système, eh bien, il faut qu'on construise une force moins Fp vers le haut. Donc, on va faire moins Fp qui aura aussi une longueur de 7,5 cm. Okay. Et maintenant, quelles sont les directions dans lesquelles on doit décomposer ces forces? Eh bien, une des directions, c'est évidemment la direction de la ficelle. Okay. Et l'autre direction, elle est plus compliquée à imaginer, mais si vous y réfléchissez un instant, c'est pas très compliqué. L'autre direction qui nous intéresse, c'est la direction qui est perpendiculaire au mur. Parce que la boule, elle est appuyée contre le mur. Okay. Et donc, il va y avoir une force de réaction, une force de soutien du mur qui va s'exercer contre la boule perpendiculairement au mur. Alors maintenant qu'on a ça, eh bien, on peut faire une projection.
La direction là est horizontale, donc je vais projeter mon vecteur FP ici horizontalement sur la direction de la corde. Et je vais projeter, en prenant une parallèle à l'autre direction, je vais projeter ce vecteur moins FP sur la direction perpendiculaire au mur. Alors ça me donne deux forces maintenant. Okay. Une force qui est là, que je peux appeler force mur par exemple, et puis une force qui est ici, que je peux appeler F corde, par exemple, F, okay, pour dire que cette force-là, c'est la force qui s'exerce le long de la corde. Donc vous avez une corde qui exerce une force importante vers le haut, et vous avez un mur qui exerce une force horizontale qui garde cette boule dans sa situation d'inclinaison. Et voilà donc le corrigé de cet exercice. Alors si maintenant on vous demande les intensités de ces forces, eh bien regardez ici, là vous avez 7, 8, ça fait 8,5 cm, donc ça nous fait 85 newtons. Et ici on a une force de 3 cm, et donc ça nous donne que la force F mur vaut 30 newtons. On va faire encore le dernier, parce que ça clôt le chapitre. Un chaudron est retenu immobile au-dessus d'un feu par une chaîne qui est reliée à deux cordes qui chacune forment un angle de 55 degrés avec la verticale. La tension dans chacune des deux cordes est de 320 newtons. Quelle est la force résultante agissant sur le point A? Dessinez toutes les forces agissant sur le point A, quelle est la force de pesanteur du chaudron, etc., etc. Je vous laisse faire l'exercice un petit peu. La réponse à la question A, vous devriez la trouver en appliquant un principe plus qu'en faisant un calcul. Je vous laisse faire, on se voit dans 3 minutes. Bien. Alors, quelle est la force résultante agissant sur le point A? Eh bien, étant donné qu'on vous a dit que l'objet est immobile, il faut évidemment que la force résultante qui agit au point A soit nulle. Ok? Donc la force résultante au point A, elle doit être de 0, parce que l'objet est à l'équilibre, il ne bouge pas, donc on doit avoir équilibre des forces. Très bien. Alors au point A, vous aurez équilibre entre quoi? Vous aurez la force de pesanteur vers le bas et puis des forces dans les ficelles, comme dans les exercices qu'on a vus précédemment. Okay. Dessinez toutes les forces agissant sur le point A, indiquez l'échelle utilisée. Ok. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les forces font 320 newtons. Ensuite, ici, est-ce que les angles sont corrects? Alors on va vérifier. Les angles... moi, j'ai là des angles de 45 degrés. Okay. Donc, ce dessin n'est pas correct dans le sens où les angles ne sont pas les angles indiqués. Alors, ça arrive, c'est tout à fait normal qu'on fasse des exercices comme ça, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez redessiner votre système. Donc, on va prendre une autre feuille. Je vais essayer de me mettre au milieu de la feuille ce coup-ci. Ce sera beaucoup mieux. Et là, on a donc notre chaudron. Voilà, un joli chaudron. Okay. Et puis, on a deux forces qui s'exercent à 55 degrés par rapport à la verticale. Donc là, pour mesurer un angle de 55 degrés par rapport à la verticale, je vais placer mon rapporteur comme ça.
et puis je vais prendre 55 degrés, c'est là, et là je peux tracer la direction de ma première corde, et puis je vais mesurer un angle de 55 degrés dans l'autre direction. Voilà, c'est ça, 55. Et là, j'ai maintenant la direction de la deuxième corde. Alors, ce dessin-là est correct. Bien. La force de pesanteur, combien elle vaut, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas la masse du chaudron. La seule chose qu'on sait dans cet exercice, c'est qu'on a une force de 320 newtons dans chacune des deux cordes. Qui, en parenthèse, ferait mieux d'être des chaînes, parce que si vous mettez des cordes pour soutenir un chaudron qui est sur le feu, vous risquez d'avoir des soucis. 320 newtons, qu'est-ce qu'on va prendre comme échelle? Prenons une échelle de 1 cm pour 100 newtons. Donc 320 newtons, ça nous fera une flèche de 3,2 cm, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc on a des flèches de 3,2 cm. Dans ces deux cordes, je vais les appeler T2 et T1. Combien j'ai dit? 3,2, 3,2. Voilà. T2, T1. OK? Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, réfléchissons là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces deux forces-là, ce sont les deux forces qui compensent la force de pesanteur du chaudron. Autrement dit, leur somme vectorielle doit être égale à l'opposé de la force de pesanteur. Alors, je vais tracer leur somme vectorielle par la méthode du parallélogramme en essayant d'aller droit, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Et puis ici, je vais tracer une parallèle à ça. Et alors, ça me donne quelque chose comme ça. Okay? Et donc là, j'ai vu que la somme des deux tensions, ça me donne une certaine force vers le haut. Et cette force vers le haut, ça doit évidemment être moins Fp, puisque cette force-là, elle doit compenser la force de pesanteur du chaudron. Alors, si je veux maintenant déterminer Fp, eh bien, je mesure moins Fp. Moins Fp fait 3,7 cm. Donc, je vais tracer maintenant vers le bas une force Fp qui fait 3,7 cm. Et donc, ça, c'est la force de pesanteur du chaudron. OK? Alors, j'ai dit combien? 3,7 cm. Ça fait donc 370 newtons dans cette échelle-là. Donc, on peut dire que la force de pesanteur du chaudron est 370 newtons. Et voilà, pardon, j'ai caché ça. Et si maintenant on cherche la masse, eh bien, la masse, c'est la force de pesanteur divisée par G. Ici, on a approximé G à 10. Donc, c'est 370 divisé par 10. Et ça fait 37 kg, ce qui est une masse tout à fait acceptable pour changer de chaudron. Voilà. Cette correction conclut le dernier exercice. On a répondu à toutes les questions. La prochaine fois, on va passer à quelque chose de plus théorique. On va voir les lois fondamentales de la mécanique telles qu'elles ont été écrites par Newton, qui a été des plus grands contributeurs, ou le plus grand contributeur peut-être à la mécanique classique, et dans une époque où les sciences étaient encore très, très embryonnaires. Voilà, donc on va discuter des lois de Newton la prochaine fois, mais pour l'instant, essayez de bien comprendre, de revoir, de réécouter le cours si vous voulez, de manière que ces histoires de force soient réglées. Et donc, pendant les cours, vous pourrez poser des questions. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.